Ok, on commence 8h15. Je laisse les dernières personnes prendre place. Okay. Donc aujourd'hui, ce sera les derniers cours qu'on a ensemble. Et la suite de ces cours sera reprise par le professeur Hartley. Donc il va vous parler des protéines. Mais aujourd'hui, on regarde plus en détail la régulation de l'expression des gènes. Ce cours sera divisé en 4 parties. Dans la première partie, je vais juste donner quelques notions générales sur les concepts d'expression des gènes. Ensuite, on parlera des régulations de la transcription et on rentre plus en détail dans les facteurs généraux de transcription. Donc, je vous ai mentionné dans les derniers cours. On regardera ensuite l'action des activateurs de transcription. Et la dernière partie, ce sera concentrée sur la régulation co- ou post-transcriptionnelle. Donc, pour une question de temps, aujourd'hui, on se concentre surtout sur les gènes eucaryotes. Donc, vous savez maintenant très bien que le processus d'expression d'un gène est un processus divisé en 2 parties pour les gènes codantes. Donc, il y a la transcription et ensuite la traduction par rapport aux gènes non codantes où l'expression des gènes signifie leur transcription. Donc, pourquoi c'est important de contrôler l'expression génétique? Bon, il y a plusieurs raisons. Une raison, c'est parce que le contrôle de l'expression permet aux cellules et aux organismes de s'adapter, et détecter et s'adapter aux signaux externes. Ces signaux peuvent être, par exemple, des changements dans l'environnement. Représentés ici, c'est par exemple les changements de luminosité, température, du jour à la nuit. Mais ils peuvent être aussi des signaux qui proviennent d'autres cellules, comme dans l'exemple des hormones. Le contrôle de l'expression génique permet aussi la création et le maintien des types cellulaires spécialisés. Dans ces diapositives, vous avez l'exemple d'un lymphocyte et un neurone. Les 2 cellules, s'ils proviennent du même individu, ont le même génome, donc ont les mêmes gènes, mais ils expriment ces gènes de manière différente. Et cela fait qu'il y a une différence significative dans la taille, dans la forme et dans la fonction des cellules. Le contrôle de l'expression génique est aussi important pendant le développement d'un organisme multicellulaire à partir d'un œuf fécondé. Et dès qu'il y a une expression génique inappropriée au cours du développement, il y a des anomalies qui peuvent apparaître. Je vous donne ici l'exemple des 2 anomalies dont on connaît la cause. Un, c'est la polydactylie. Donc, c'est la présence des doigts ou d'orteils supplémentaires. L'autre, c'est aniridie, donc l'absence partielle ou totale d'iris dans l'œil. Ces 2 anomalies sont dues à des mutations dans des facteurs de transcription. N'est pas important de savoir les noms, mais c'est des facteurs de transcription qui sont importants dans l'expression des gènes pendant le développement des membres ou pendant le développement de l'œil et du système nerveux. Donc, les points de contrôle de l'expression génique sont multiples et sont variés. Le premier contrôle a lieu pendant la synthèse pour décider quel gène est transformé ou quel gène codante, dans cet exemple, transformé en ARN messager. Les autres contrôles, par exemple, peuvent apparaître pendant la maturation de l'ARN messager, qu'on a vu pour les ARN messagers consiste à la coiffe, l'épissage et l'ajout de la queue polia. On peut avoir un contrôle du transport de l'ARN messager. Une fois dans le cytoplasme, on peut aussi contrôler, la cellule peut aussi contrôler la stabilité de l'ARN messager, donc son demi-vie. Et il peut y avoir aussi un contrôle de la traduction, donc de la synthèse de la protéine, ou un contrôle de l'activité ou stabilité de la protéine qui est produite. Donc, les contrôles transcriptionnels, donc les contrôles de la synthèse de l'ARN messager, est le point de contrôle principal et primordial, parce que bien sûr, sans synthèse d'ARN messager, il n'y en a pas toutes les autres étapes. Les contrôles à partir de la synthèse de l'ARN, une fois que l'ARN est synthétisé, tous les contrôles qui suivent, ils s'appellent des contrôles co- ou post-transcriptionnels.
on a en général 3 profils d'expression génique que j'ai simplifié ici. On a 3 gènes dans ces cas hypothétiques qui sont contenus dans 2 cellules différentes, les cellules neuronales et les cellules hépatiques. Et après, on a une autre condition, que c'est les cellules hépatiques qui sont activées par l'insuline. Donc, vous pouvez voir qu'on a des gènes comme par exemple les gènes B, dont l'expression est constante dans toutes les conditions. C'est des gènes, généralement des gènes qu'on appelle des ménages ou housekeeping genes. C'est des gènes qui replient des fonctions essentielles et pour cela, ils doivent être exprimés de manière constante dans toutes les cellules. On a ensuite des cas comme les gènes C. C'est des gènes qui sont exprimés uniquement dans certains types de cellules. Dans ces cas ici, seulement dans les cellules hépatiques et qui donnent une certaine spécificité cellulaire, ou peuvent être aussi des gènes qui sont exprimés seulement à un certain stade du développement. Et ensuite, on a des gènes comme les gènes A et le gène C qui sont exprimés différemment à partir de la détection et la réponse à des signaux intra- ou extracellulaires. On voit ici que les gènes A est réprimé dans les cellules hépatiques activées. Par contre, les gènes C est stimulé dans les cellules hépatiques. Donc, en général, quand on parle d'un gène exprimé, on utilise ce langage pour dire quand un gène est en train d'être transcrit et souvent être traduit en protéines. Donc, c'est-à-dire quand on définit quand un gène est en train d'être utilisé et un gène exprimé. Donc, les transcriptomes, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces noms, définissent l'ensemble de tous les ARN qui sont produits par une cellule ou une population de cellules. On peut détecter au laboratoire et identifier les transcriptomes à travers une technique de biologie moléculaire qui s'appelle le séquençage d'ARN. En anglais, on dit RNA-seq ou RNA sequencing. C'est une technique qui permet d'identifier tous les ARN qui sont présents dans un échantillon et de les quantifier par gènes correspondants. Donc, en connaissant les transcriptomes, on peut par exemple comparer des profils d'expression génique dans le cas des différentes cellules aux différents stades de développement et on peut étudier quels gènes sont exprimés à un certain moment. Donc, pour connaître aussi leur importance. Donc, juste pour votre connaissance, pour avoir le séquençage de l'ARN, il y a 5 étapes au laboratoire qui sont faites. Tout d'abord, on extrait l'ARN à partir d'un lysat cellulaire, un tissu, en seule cellule. Ensuite, on séquence l'ARN avec des technologies de biologie moléculaire qui sont les plus différentes. Maintenant, on a plusieurs technologies. Et à travers les séquençages, donc, on connaît la séquence de tous les ARN qui sont présents dans notre échantillon. Donc, une fois qu'on a leur séquence, on peut rattacher chaque ARN à son gène correspondant à partir du génome de la cellule, de l'organisme ou du tissu qu'on a extrait l'ARN. Et on peut ensuite quantifier les molécules d'ARN par gène. Une fois qu'on a quantifié, on peut analyser et on peut représenter les résultats sous forme de graphes, de heatmaps, etc. Donc ici, je vous montre un exemple, un outil qui est très utilisé au laboratoire. Une fois qu'on a obtenu les transcriptomes, on peut voir ici les transcriptomes d'une cellule dans une condition, la condition bleue, et dans une autre condition, la condition rouge. Et on peut voir l'ARN qu'on a détecté correspondant à chaque gène. Donc, la hauteur de cet histogramme correspond à la fois des ARN qu'on a détectés, le nombre d'ARN qu'on a détectés dans cette région, par exemple. Donc, si on prend ces gènes-là, vous pouvez voir que ces gènes sont beaucoup plus exprimés dans la condition rouge par rapport à la condition bleue. Donc ici, je vous montre un autre exemple à travers lequel
des chercheurs, c'est un travail qui a été publié, on peut utiliser l'étude des transcriptomes pour voir l'impact des régimes alimentaires sur la régulation des transcrits hépatiques. Donc, les chercheurs ont pris des échantillons de foie, des souris, qui étaient nourris soit avec un régime équilibré, soit avec un régime riche en graisse. Ils ont extrait l'ARN de ces tissus et ils ont regardé leur transcriptome. À travers les transcriptomes, on peut voir qu'il y a des gènes, environ 300, qui sont augmentés en régime équilibré et 300 qui sont augmentés en régime riche en graisse. Ces gènes, par exemple, pour les régimes équilibrés, sont des gènes qui sont importants pour la respiration mitochondrie, pour avoir de l'énergie, pour l'utilisation des graisses. Et au contraire, les gènes augmentés dans le régime riche en graisse, il y a des gènes pour la fabrication des réserves de graisse et l'inflammation. Donc, à travers l'étude du transcriptome, ces chercheurs ont pu définir l'impact de l'alimentation sur l'expression des gènes. Donc, regardons plus en détail maintenant la régulation de la transcription et les facteurs généraux de transcription. Donc, vous connaissez déjà ce schéma et vous savez qu'au niveau du début des gènes, il y a une séquence qui s'appelle la séquence du promoteur ou séquence promotrice. Cette séquence définit où l'ARN polymérase 2, dans le cas ici, va se lier à l'ADN et quel brin aussi va utiliser comme brin matrice. Donc l'essence des déplacements de l'ARN polymérase 2 dans les gènes. Et on verra plus en détail comment cela est possible dans quelques slides. Donc, juste pour rappel, l'ARN polymérase synthétise toujours l'ARN des 5' au 3'. Donc, au niveau des promoteurs, on a, dans les promoteurs de l'ARN polymérase 2 en particulier, on a deux séquences qui sont conservées. On a une séquence qui se trouve plus ou moins 30 nucléotides en amont du site d'initiation de la transcription. C'est une séquence riche en adénine et thymine, il s'appelle TATA-box aussi. Et c'est où l'ARN polymérase se positionne au niveau du promoteur. On a ensuite un autre élément, c'est l'élément, la séquence initiateur. C'est une séquence qui est située au niveau du site d'initiation de la transcription, est moins conservée que la séquence TATA. Et ici, vous avez la séquence consensus, donc la séquence plus fréquente. Vous avez YY, NT, YY. Donc, cet site marque les sites de démarrage de la transcription, que parfois on définit comme les places les plus 1. Donc, c'est le premier nucléotide qui va être synthétisé. Donc, vous savez, je vous ai dit l'autre fois que l'ARN polymérase et l'ARN polymérase 2 aussi, il ne peut pas reconnaître ces séquences dans les promoteurs. Donc, pour ça, il a besoin des facteurs généraux de transcription. Ces facteurs, c'est des groupes de protéines, des complexes très grands, qui sont essentiels pour l'initiation de la transcription et aussi pour l'élongation et la progression de la transcription par l'ARN polymérase. Ici, vous avez l'ensemble du complexe ARN polymérase avec les différents facteurs de transcription. Et la structure a été résolue seulement environ 10 ans. Ça fait 10 ans. Et vous pouvez voir qu'il y a 6 différents facteurs généraux de transcription qui peuvent interagir avec l'ARN polymérase 2. Un facteur généraux très important, c'est le complexe TF2D. C'est un complexe de protéines qui, lui, reconnaît les sites des promoteurs, les deux séquences. Donc, à l'intérieur de ces complexes, on a une protéine qui s'appelle la TBP, ou Tata Binding Protein. Cette protéine, comme le nom dit, reconnaît et se lie à la séquence Tata. Et en plus, on a d'autres protéines dans les complexes qui, eux, ils vont reconnaître la séquence initiateur. Donc, cette organisation asymétrique des complexes TF2D
définit les sens des déplacements de l'ARN polymérase, parce qu'une fois attaché, l'ARN polymérase va s'orienter à droite de la séquence data et va se déplacer vers la séquence initiateur. Ensuite, on a tous les autres facteurs généraux de transcription qui s'ensemblent. Au niveau du promoteur, on a par exemple, une fois que les complexes TF2 se fixent sur les promoteurs, il y a les complexes TF2A et 2B qui se stabilisent ici au niveau du promoteur et stabilisent les complexes. On a les facteurs TF2F qui arrivent ensuite avec l'ARN polymérase et en dernier temps, on a le TF2E et TF2H qui se lient au complexe. Une fois que le complexe est formé, on appelle ça un complexe de pré-initiation de la transcription. Donc, pour vous, ce n'est pas important de connaître tous les facteurs et leur ordre. Ce sera important de connaître les facteurs TF2D et les rôles des facteurs dans la reconnaissance du promoteur. Et on va voir aussi plus en détail les facteurs TF2H, donc les premiers et les derniers facteurs qui se lient au complexe. Le facteur TF2H est important parce qu'il a deux différentes activités. Il a une activité hélicase qui permet l'ouverture de l'ADN, donc il permet à l'ARN polymérase d'ouvrir l'ADN double bras et reconnaître les bras matrices. Et ensuite, il a une activité kinase. Donc c'est ce facteur qui va phosphoryler la région C-terminale de l'ARN polymérase 2. Et cette phosphorylation, on a vu les cours précédents, qui permet au facteur de maturation de l'ARN messager de s'attacher à l'ARN polymérase et d'être tout près à l'ARN messager qui sort de l'ARN polymérase pour pouvoir permettre la maturation. Donc, la phosphorylation, elle a aussi un autre rôle, c'est celui-là de permettre le démarrage de la transcription. Donc, une fois que tous les résidus dans la queue C-terminale du ARN polymérase 2 sont phosphorylés, l'ARN polymérase va se détacher du complexe de pré-initiation de transcription et va commencer la synthèse de l'ARN messager. Donc, selon l'activité, du moment que le facteur TF2H est actif, on définit ces complexes en complexe d'initiation de la transcription. Donc, juste avant, je vous ai parlé de pré-initiation, quand tous les complexes s'ensemblent avec l'ARN polymérase, mais l'ADN est encore fermé. Les complexes d'initiation, les complexes où la synthèse de l'ARN commence, l'ADN double bras s'ouvre et l'ARN polymérase va commencer la synthèse de l'ARN messager. Donc, ces complexes d'initiation de la transcription est important. Juste pour résumer, pour recruter l'ARN polymérase 2, pour faciliter les étapes initiales de la transcription, la liaison au promoteur, l'ouverture de l'ADN et le démarrage, et aussi prépare l'ARN polymérase à coordonner la maturation de l'ARN messager. C'est un complexe qui est présent dans tous les gènes transcrits par l'ARN polymérase 2 et permet une transcription, un niveau de transcription basal. Donc, comment, à partir de ces complexes d'initiation de la transcription, on arrive à réguler l'expression des gènes? Il y a différentes manières. Une première observation, c'est que ces facteurs, ces complexes d'initiation de la transcription et ces facteurs généraux, ils ne sont pas composés de les mêmes sous-unités tout le temps. Parfois, on peut avoir des variations dans leurs sous-unités et cela crée une certaine modulation de l'expression des gènes. Donc, les complexes, il va être plus ou moins efficace. Ensuite, ces complexes interagissent avec des facteurs de régulation de la transcription, facteurs régulateurs de la transcription, et cela sert à contrôler l'expression des gènes de manière spécifique et efficace selon les besoins. Okay. Donc, on regarde plus en détail ces facteurs de régulation de la transcription et les activateurs. Et pour faire ça, on regarde à nouveau notre séquence au niveau du gène. On a parlé du promoteur
Et on peut voir dans ce schéma qu'il y a aussi d'autres régions qui sont présentes autour du gène. C'est les éléments régulateurs ou séquences régulatrices. Ces séquences servent à contrôler l'accessibilité de la chromatine, donc à contrôler la liaison de l'ARN polymérase, et aussi ils peuvent contrôler les taux de transcription, donc les niveaux de transcription d'un gène. Vous pouvez voir qu'il peut y avoir différentes séquences régulatrices ou éléments régulateurs pour un seul gène. Ces séquences ils peuvent être en amont ou en aval du gène, et même on peut les retrouver à l'intérieur dans une séquence d'un intron, par exemple. Ces séquences régulatrices ou éléments régulateurs sont des courtes séquences d'ADN. Ils font environ entre 6 et 20 paires de bases, ont une séquence variable, généralement différente d'un gène à un autre. Et souvent, ces séquences, ils sont palindromiques. Donc, en séquence palindrome ou palindromique, c'est une séquence qu'on peut lire dans les deux sens. Comme ici, je vous fais l'exemple aussi, on a des phrases ou des mots qui sont palindromiques, radar ou isoprest ici et se repose. Donc, dans cette séquence, si on la prend aussi dans l'autre sens, ça donnera la même séquence. Donc, ces éléments régulateurs servent comme site de liaison à des protéines qui s'appellent des facteurs de régulation de la transcription. Ces protéines peuvent être des activateurs s'ils activent la transcription ou des répresseurs s'ils répriment la transcription. Les activateurs, en général, ont 3 différents domaines. Si jamais vous ne connaissez pas, les noms domaines définissent une région d'une protéine qui a une fonction spécifique. Dans ces cas-là, on a un domaine d'activation, un domaine de dimérisation et un domaine de liaison à l'ARN. OK. Donc, on regarde la fonction de chaque domaine. Le domaine de dimérisation permet l'interaction entre 2 protéines les mêmes de régulation. Et cela sert à augmenter la force des liaisons à l'ADN. Donc, si les 2 sous-unités d'un dimère, donc les protéines prises singulièrement, ils ont une liaison faible à l'ADN, dès qu'ils dimérisent cette liaison, cette affinité par l'ADN augmentera de manière additive. La dimérisation explique aussi pourquoi ces séquences sont palindromiques, parce que les sous-unités interagissent généralement de manière symétrique autour d'un axe central. Donc, vous pouvez voir ça comme 2 jumeaux qui s'assoient sur la même séquence. Ils sont interagis dos à dos. Donc, vous pouvez voir que la région ici, cette séquence ici, ça sera la même que cette séquence ici. Donc, il y aura en symétrie, en miroir. Ensuite, on a les domaines de liaison à l'ADN. Ce domaine, c'est le domaine responsable de la reconnaissance de certaines bases, des séquences spécifiques qui se trouvent au niveau de la séquence régulatrice. Et donc, il donne la spécificité d'action aux régulateurs de transcription. Ici, vous avez un exemple, un régulateur rouge et un régulateur bleu, avec leur propre domaine de liaison. Les rouges reconnaissent cette séquence, les bleus reconnaissent cette séquence. Si on construit un chimère constitué par les domaines de liaison à l'ADN bleu et avec la partie rouge, donc on fait une chimère, cet régulateur il sera capable de transcrire les gènes bleus et pas les rouges. Donc, en général, les domaines de liaison à l'ADN déterminent quel gène va être activé. Enfin, on a les domaines d'activation. Ces domaines d'activation permettent de contrôler l'activité, donc l'effet d'un régulateur sur un gène
par différents mécanismes et suite à la détection de certains signaux. On peut par exemple réguler la localisation des activateurs de transcription. Dans ce cas, il y a un régulateur qui se trouve dans les cytoplasmes, donc il ne peut pas lier l'ADN, mais dès qu'il y a un signal, le transport vers les noyaux est induit et une fois dans les noyaux, l'activateur peut activer l'expression de certains gènes. On a aussi des régulations au niveau de la dimérisation. Donc, il y aura des signaux qui peuvent induire ou réprimer la dimérisation des activateurs. Et pour finir, on a une régulation au niveau de certains facteurs, par exemple l'hormone, ou une régulation de l'activité de la protéine qui se fait à travers une modification post-transductionnelle, donc au niveau ici des domaines d'activateurs, comme par exemple la phosphorylation. Toutes ces modifications sont traduites en une efficacité de transcription de l'activateur ou peuvent influencer aussi la stabilité de la protéine. Donc, vous avez vu dans les cours précédents que l'ADN double brun a un grand sillon et un petit sillon. Le grand sillon est plus accessible, donc normalement, est le site où l'endroit où les régulateurs vont interagir avec l'ADN. Donc, la plupart des activateurs se fixent au grand sillon de l'ADN. Exception très importante, c'est la protéine TBP, la Theta Binding Protein, qui elle interagit au niveau du petit sillon de l'ARN. Et dû à cette fait qu'elle interagit avec le petit sillon, elle peut induire une certaine distorsion de la double hélice. Une fois qu'il pénètre l'ADN, il y a ensuite une reconnaissance de certaines paires de bases de la part de la protéine activatrice. Comment cela se fait? C'est à travers une série de contacts que la protéine a avec l'ADN. Contacts, ils peuvent être des liaisons hydrogènes, des interactions hydrophobes et des interactions ioniques. Dans cet exemple ici, vous avez un activateur en vert qui est en train de se lier au grand sillon de l'ADN au niveau apparemment un paire de base TA, et un résidu, une amino acide de cette protéine, interagit avec l'adénine en formant des liaisons hydrogènes. Donc, les bases dans l'ADN présentent des motifs chimiques spécifiques qui peuvent être reconnus par les protéines régulatrices et par les activateurs. Si on prend l'exemple, encore une fois, de l'appareillement TA, on peut voir que la thymine ici, il présente un groupement méthyle qui est responsable des interactions hydrophobes. À plus, on a un accepteur de liaison hydrogène ici, on a un donneur de liaison hydrogène et on a un accepteur de liaison hydrogène. Par contre, si on regarde le même appareillement au niveau du petit sillon, on peut avoir qu'il y a un accepteur de liaison hydrogène, un hydrogène et un autre accepteur. Donc, si on regarde le même appareillement TA ou AT, vous pouvez voir qu'au niveau du grand sillon, il y a une différence entre ces deux appareillements parce que les points de contact sont asymétriques. Donc, groupement méthyle, accepteur de liaison hydrogène, donneur de liaison d'hydrogène et accepteur. Et ici, on a les points symétriques, comme vous pouvez voir. Par contre, si on regarde l'appareillement TA ou AT au niveau du petit sillon, on peut voir que la protéine verra les mêmes points de contact. Donc, ici, on a toujours un accepteur, un hydrogène et un autre accepteur. Un accepteur, hydrogène, autre accepteur. Donc, une autre raison pour laquelle l'interaction au grand sillon est la plus souvent, c'est parce qu'elle permet un majeur pouvoir de discrimination entre différentes paires de bases. Pour renforcer ce concept, j'ai
vous montre ici un exemple. Il y a un activateur qui doit se lier à cette séquence ici, TAGC. Donc, au niveau du grand sillon, cette séquence elle pourra être reconnue de manière unique parce que chaque paire de bases donnera possibilité d'interaction différentes. Par contre, au niveau du petit sillon, la séquence, les premières 2 nucléotides donneront les mêmes points d'interaction et aussi les dernières nucléotides. Donc, si on prend, par exemple, au niveau du petit sillon, la même séquence ou une séquence AAGG, vous pouvez voir que dans les mêmes types d'interactions, donc la protéine ne sera pas capable de reconnaître la séquence spécifique. Okay. J'espère que cela est clair. Donc, ici, je vous montre juste quelques exemples pour renforcer les concepts qu'un défaut de régulation de transcription peut avoir de graves conséquences et peuvent porter, par exemple, à des maladies génétiques. Il y a une maladie, par exemple, un défaut de coagulation qui s'appelle l'hémophilie B de Leiden, qui est due à des mutations dans des éléments régulateurs du gène du facteur 9 de coagulation. Donc, ces mutations empêchent son activation. On peut aussi donner l'exemple du nanisme qui est un retard de croissance dû à des mutations dans un activateur qui bloque l'activation des gènes, des hormones et de croissance. On a aussi certains défauts du développement sexuel mâle qui sont dus à encore une fois, des mutations dans des activateurs qui empêchent l'activation de certains gènes. Et on a enfin un syndrome des lymphocytes nus, un déficit immunitaire, qui sont dus à la mutation d'un coactivateur qui empêche l'activateur d'un gène très important au système immunitaire, qui est le gène qui est du complexe majeur d'histocompatibilité 2. Donc, pour finir cette partie, je vous pose une question. Je vous demanderai de choisir les 2 réponses les correctes. Donc, je vous donne déjà un indice qu'il y a 2 réponses correctes. Donc, la question est si un organisme, je vais activer, si un organisme multicellulaire n'avait que des facteurs généraux de transcription sans aucun activateur, qu'est-ce qu'il serait incapable de faire? Survivre à court terme dans un environnement stable, s'adapter rapidement aux changements environnementaux, maintenir des fonctions cellulaires de base ou se différencier en différents types cellulaires spécialisés. Cinq secondes. Voilà. Regarde votre réponse. Les réponses les plus votées étaient la B et la D. Et c'est des réponses correctes. Donc, si
on regarde sans aucun activateur, probablement un organisme ne sera pas capable de s'adapter rapidement aux changements environnementaux et non plus de se différencier à différents types cellulaires spécialisés. Donc, pour renforcer la comparaison entre ces deux machineries de régulation de la transcription, je vous les mets en parallèle. Donc, on a les facteurs généraux de transcription et les activateurs de transcription. Donc, les premiers sont indispensables pour démarrer la transcription et pour donner un niveau d'expression basale des gènes. Les activateurs, par contre, sont indispensables pour stimuler la transcription au-delà du niveau basal. Les facteurs généraux de transcription agissent sur la plupart des gènes qui sont transcrits par l'ARN polymérase 2. Par contre, les activateurs de transcription activent l'expression des gènes particuliers en réponse à des signaux spécifiques. Donc, ce ne sont pas tous les gènes ou la plupart des gènes. Les facteurs généraux de transcription se lient au niveau de la séquence promotrice au promoteur. Par contre, les activateurs de la transcription se lient aux éléments régulateurs, aux séquences régulatrices. Enfin, les facteurs généraux de transcription peuvent contribuer de manière à limiter à la régulation de l'expression génique à travers des variations dans leur composition, ou peuvent aussi réguler l'expression des gènes avec l'interaction par l'interaction avec des activateurs. Par contre, les activateurs de transcription donnent une régulation fine et précise de certains gènes. Et on verra plus de mécanismes dans la deuxième partie. Donc, on fait une petite pause.
OK, on commence avec la deuxième partie. OK, on continue à parler un petit peu des activateurs et de leur mode d'action. Donc, on a vu les activateurs, c'est des protéines qui se lient au niveau des éléments régulateurs aux séquences régulatrices. Donc, ces activateurs peuvent agir de façon directe sur l'initiation de la transcription ou de façon indirecte avec l'interaction avec notre protéine. C'est là qu'on appelle un coactivateur. Une fois l'interaction a lieu avec les coactivateurs au direct, il y a deux mécanismes qui peuvent apparaître. Soit l'activateur interagit avec la machinerie de transcription, donc avec les complexes d'initiation de transcription, soit il interagit avec les histones et l'ADN pour rendre l'ADN du promoteur plus accessible. On regarde en détail ces deux mécanismes. Donc, l'interaction avec les complexes d'initiation peuvent recruter l'ARN polymérase 2 et les complexes d'initiation de la transcription à niveau d'un certain promoteur. Ici, dans ce cas, vous avez un élément régulateur avec les facteurs de transcription qui se lient. Il recrute les complexes de préinitiation et comme il se trouve très loin en amont du gène, il y a une boucle de transcription, donc un repliement de l'ADN qui se forme pour pouvoir recruter les complexes d'initiation de la transcription. Donc une fois que ces complexes est recruté, l'activateur de la transcription va libérer l'ARN polymérase avec son complexe pour pouvoir permettre la transcription du gène. On a ensuite le deuxième mécanisme. Le deuxième mécanisme se base sur une modification chimique de la chromatine. Vous savez maintenant très bien l'exemple de la citellation qui des histones au niveau des extrémités N-terminales qui permet un certain relâchement de la chromatine. Donc un activateur peut recruter des histones acétylases qui, eux, ils vont acétyler l'ADN. Dans la plupart des cas, il y a un relâchement initial de l'ADN, mais n'est pas très suffisant pour ouvrir la chromatine. Il relâche un peu et ensuite, l'acétylation des histones permet le recrutement d'un complexe qui s'appelle le complexe de remodelage de la chromatine. Ce complexe est composé de plusieurs protéines. Ils vont interagir avec l'activateur et avec les histones acétylées et ils vont déplier les nucléosomes qui se trouvent en boucle pour pouvoir permettre l'accès au promoteur. Donc, ce complexe de remodelage a besoin d'énergie. Donc, il y a de l'hydrolyse de l'ATP pour pouvoir déplier la chromatine. Donc, toutes ces modifications qui sont des changements chimiques réversibles de l'ADN ou des histones, on appelle ça des modifications épigénétiques. C'est souvent des modifications réversibles qui ne modifient pas la séquence d'ADN. Donc, on a des mutations. Donc, les mutations sont des changements des séquences d'ADN. Donc, c'est des modifications génétiques. Et par contre, la modification des histones ou la méthylation de l'ADN, c'est des modifications épigénétiques. Donc, parfois, ces modifications peuvent être transmises à la progénie pendant la division cellulaire. Donc, on appelle ça une mémoire épigénétique. OK, donc les mêmes gènes peuvent être exprimés, par exemple, à différents moments durant le développement, peuvent être exprimés dans différentes cellules ou en réponse à différents signaux. Donc, comment la cellule parvient à organiser la régulation de la transcription à travers toutes ces machineries. En fait, en réalité, les choses sont un peu plus complexes. Il n'y a pas qu'un élément régulateur pour les gènes, mais il y a plusieurs éléments régulateurs ensemble
qui forme une région qui s'appelle une région enhancer. Donc un enhancer, c'est une séquence successive de différents éléments régulateurs qui sont regroupés dans la même région d'ADN. Et on peut avoir plusieurs enhancers par gène. Encore une fois, des enhancers qui se trouvent en amont, en aval ou à l'intérieur du gène. En moyenne, les mammifères ont environ 10 enhancers par gène qui peuvent contenir un ou plusieurs séquences régulatrices ou éléments régulateurs. Mais cela est très variable, il faut voir les cas gène par gène. Les enhancers peuvent agir à grande distance grâce au repliement de la chromatine et il permet un contrôle majeur de la transcription à travers deux mécanismes, la synergie d'activation et la régulation combinatoire. On regarde la synergie d'activation. La synergie d'activation est l'effet combiné de plusieurs éléments régulateurs sur la transcription d'un gène. Donc, dans ce cas ici, vous avez un gène avec les promoteurs et deux éléments régulateurs, un rouge et un jaune, où servent des sites de liaison des deux activateurs, les rouges et les jaunes. Donc, vous pouvez voir que s'il y a seulement un des deux qui se lie, il y a une transcription très faible. Donc, les taux maximaux de transcription du gène a lieu seulement quand les deux régulateurs vont occuper la région des enhancers. Donc, cela s'appelle une synergie d'activation. Les contrôles combinatoires définissent une autre propriété des enhancers qui dit que seulement une combinaison spécifique d'activateurs va déclencher l'activation maximale d'un gène, donc la transcription maximale d'un gène. On essaie d'apprendre ça avec un exemple. Ici, vous avez toujours un promoteur avec des enhancers ici, différents éléments régulateurs. Cet élément régulateur est une zone de liaison d'un transcripteur, protéine transcriptrice qui est active seulement chez l'adulte. Ici, vous avez un activateur qui est activé par un signal. Ici, un activateur qui est activé spécifiquement en une cellule. Cela fait que les gènes sont exprimés seulement chez l'adulte dans un type cellulaire et en réponse à un signal précis. Donc, il faut voir ça comme une combinaison. Seulement la bonne combinaison, l'ensemble de tous ces activateurs liés aux enhancers donnera l'activation maximale du gène, donc l'expression, le taux de transcription maximal. Pour les contrôles combinatoires, on voit ici un autre exemple. Vous avez une cellule A avec deux différents activateurs, et la cellule B qui contient deux différents activateurs, et vous avez 4 gènes différentes avec des enhancers différentes, des différentes combinaisons de séquences régulatrices. Et vous pouvez voir ici que la cellule A exprimera que les gènes 1 et la cellule B elle exprimera les gènes 2 et les gènes 4. Donc, pour bien avoir compris les deux mécanismes et les deux avantages que la formation d'un enhancer peut avoir, on revoit ça ensemble. Donc, la synergie d'activation et l'intensité d'expression pour un gène donné. Donc, un mécanisme de régulation qui dit que l'expression maximale, donc l'intensité maximale d'expression, peut avoir lieu seulement quand tous les activateurs du même gène sont attachés à la zone d'enhancer. Donc, à une dimension quantitative, parce qu'on quantifie l'intensité d'expression. Les contrôles combinatoires est un mécanisme de régulation qui est basé sur l'effet que chaque gène a une combinaison unique d'activateurs ou de répresseurs. Donc, les contrôles combinatoires permettent de décider quel gène va être exprimé, donc en dimension qualitative. J'espère que c'est clair. Donc,
synergie, c'est intensité de transcription. Combinatoire, c'est décider quel gène va être transcrit à quel moment. Donc, on essaie de comprendre ça à travers un quiz. Donc, je vous demande, entre les différents gènes, de m'indiquer quel gène sera transcrit dans l'intestin. Je vais activer. Voilà. Donc, on a les gènes A, B, C, D avec un énonceur différent, différentes combinaisons d'éléments régulateurs. Et on a les trois cellules, la cellule intestinale, la cellule du foie et la cellule pancréas, avec différents régulateurs présents. Je vous laisse encore 20 secondes. Je crois que tout le monde a plus ou moins essayé de répondre. Encore quelques secondes. OK, on regarde les réponses. Là, je crois qu'il y a un certain consensus sur les C et c'était la réponse correcte. OK. Maintenant, juste pour votre connaissance approfondie, je vous donne un exemple pour montrer que les énonceurs peuvent être aussi très complexes et très différentes de la plupart des énonceurs. Ici, vous avez l'exemple d'un énonceur réel qui se trouve en amont du gène du bêta-interféron. C'est un gène qui est important contre les infections virales. Vous pouvez voir ici l'énonceur. Et c'est une région toute petite, une cinquantaine de paires de bases, qui contient dans cette région au moins 8 séquences régulatrices. Chaque séquence régulatrice sert de site de liaison d'un différent régulateur. Si vous regardez la séquence plus en détail, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de palindrome ici. Donc, on vient de dire que souvent, les séquences régulatrices sont des palindromes, mais pas tout le temps. Ici, c'est le cas d'un énonceur qu'on appelle un énonceur complexe qui ne contient pas de séquences palindromiques. Donc, cette séquence sera le site de liaison d'une seule protéine, pas un dimère, mais on garde toujours la spécificité des transcriptions parce que seulement les réseaux d'interaction et la combinaison de toutes ces protéines qui se lient à l'énonceur donnera la transcription du gène. OK, donc on a parlé de transcription bien en détail. On regarde aussi des mécanismes de régulation post-transcriptionnelle. Donc on regarde tout d'abord l'épissage ou épissage alternatif. On a parlé déjà l'autre fois, mais je voulais juste retourner sur l'épissage pour faire en sorte qu'il soit très clair. Donc on sait maintenant qu'au niveau de l'intron, on a 3 séquences très importantes pour l'épissage. Une séquence qui se trouve au 5' de l'intron, au début de l'intron, une séquence qui se trouve au milieu et une séquence qui se trouve à la fin de l'intron. Très importante, on a vu cette adénine qui effectue les premières réactions de transestérification et ensuite il y a une deuxième réaction. Ces petites séquences ici sont reconnues par les spliceosomes.
Les spliceosomes, c'est un ensemble de plusieurs protéines et ARN. C'est des protéines et ARN qui s'appellent des SNRMP. C'est des petites sous-unités complexes qui sont formées par des protéines du spliceosome et des ARN non codantes, que c'est les ARN-SN. Donc, les ARN-SN qui se trouvent dans les SNRMP, ils vont reconnaître la séquence au début, la séquence au milieu et la séquence à la fin, à un moment donné. Ils vont s'apparier par complémentarité. Ils vont faire en sorte de réarranger l'intron pour faire en sorte que l'adénine se trouve dans la bonne conformation pour pouvoir effectuer l'attaque nucléophile. Donc, la réaction de l'épissage est un mécanisme, bien sûr, catalysé par l'ARN, mais facilité grâce à l'action des SNRMP. Donc, l'épissage alternatif donne différentes isoformes, conformations de l'ARN messager mature. Vous avez ici, je vous ai dessiné les sites d'épissage dans un intron ici et dans un autre intron ici. Donc, ici, c'est les débuts, ici, c'est le milieu et la fin, début, milieu, fin. Ça peut arriver que, par exemple, il y a certaines protéines qui vont lier l'ARN, les transcrits primaires ou les pré-ARN messagers ici, au niveau des sites d'épissage de la fin, et ils vont les cacher. Donc, l'appareil, les spliceosomes, vont reconnaître comme début de l'intron cette séquence ici, et comme fin de l'intron cette séquence ici. Donc, il va exciser toute cette région et emporter aussi cet exon qui ne sera pas présente dans l'isoforme 2. Donc, on a vu que l'épissage alternatif est un mécanisme de régulation de l'expression génique très importante chez l'humain. 90% de nos gènes subissent un épissage alternatif. Cela génère une diversité de protéines à partir du même gène, peut modifier la fonction des protéines qui sont synthétisées à partir des ARN messagers matures, leur localisation dans la cellule ou la stabilité des protéines. Et peuvent aussi produire des transcrits qui ne sont pas fonctionnels, donc ils verront vite dégradés. Les mêmes gènes peuvent être épicés différemment selon les tissus ou selon les stades de développement grâce à la présence de cette protéine qui lie l'ARN, par exemple, et cela permet d'adapter l'expression génique selon les besoins spécifiques ou les contextes cellulaires. L'épissage alternatif est très important, pas seulement chez les humains. Je vous donne ici un exemple où l'épissage alternatif est très important chez la drosophile pour la différenciation sexuelle. On a ici le cas de mâle et de la femelle. On est à un niveau embryonal. La femelle possède un répresseur, une protéine dont l'expression est déterminée par le nombre de chromosomes X. Donc, cet répresseur va se lier ici au niveau des sites d'épissage de l'intron ici, le premier intron d'un gène A. Donc, il va favoriser l'épissage entre l'exon A et l'exon 3 pour donner une différente isoforme d'ARN messager mature. Par contre, les mâles qui ne possèdent pas ce répresseur, il aura les 3 exons présents dans l'ARN messager mature. Donc, cette combinaison A3 va donner un activateur du splicing. Cette protéine va, elle, activer le splicing d'un autre gène en donnant un ARN messager composé de l'exon 1, 2 et 3. Par contre, chez les mâles, comme il n'y a pas l'activateur, il y aura un épissage qui donnera une combinaison 1 et 3. Donc, c'est là, différentes combinaisons donnera une protéine BM, c'est l'isoforme mâle, qui va activer certains gènes spécifiques du développement mâle. Par contre, l'isoforme 1, 2, 3 donnera une protéine qu'on appelle l'isoforme femelle, qui, elle, va activer des gènes spécifiques du développement femelle. Donc, vous pouvez comprendre comment cette cascade de régulation n'est pas seulement une simple régulation des gènes, mais peut coordonner un programme biologique majeur comme la différenciation sexuelle.
Je vous ai parlé des mécanismes d'épissage alternatifs avec l'exemple d'une protéine. L'épissage alternatif peut se reposer aussi sur la présence de cette séquence qui sont présentes au niveau des introns. Et il y a ici, dans cet exemple, l'intron ici classique, il y a une séquence du début, du milieu et de la fin. Ici, dans cet exemple de deuxième intron, on trouve une séquence du début, la séquence du milieu, la séquence de la fin, et on a une deuxième séquence similaire à la séquence de la fin de l'intron, mais cette fois, elle se trouve dans les exons, à l'intérieur de l'exon. Cela fait que parfois, la machinerie d'épissage, elle peut se tromper, elle peut reconnaître comme fin d'intron pas cet endroit ici, mais cet endroit ici. Donc, cela donnera une ARN messager mature avec les troisième exons beaucoup plus courte, donnera une protéine beaucoup plus courte. Donc, il n'y a pas seulement les protéines qui lient l'ARN qui peuvent contrôler l'épissage. Okay. On regarde la dernière régulation post-transcriptionnelle et on fait l'exemple des régulations de la stabilité des ARN messagers. Donc ici, on se trouve au niveau du cytoplasme. L'ARN messager est sorti du noyau. Il doit être traduit. Donc, une manière pour contrôler l'expression de gènes, c'est dégrader cet ARN et donc empêcher la synthèse de la protéine. Cette dégradation est faite par des enzymes qui s'appellent des ribonucléases ou des RNases. C'est des enzymes qui clivent l'ARN, qui coupent l'ADN, parfois on dit. Cette coupure est due à la rupture en liaison phosphodiester, donc en hydrolyse de la liaison phosphodiester. Et les ribonucléases peuvent reconnaître en séquence précise la clivée, ils peuvent reconnaître en structure secondaire et cliver seulement au niveau de cette structure, ou peuvent être aussi pas spécifiques du tout. On définit en plus des endoribonucléases, les RNases qui coupent au milieu de l'ARN, et les exoribonucléases, c'est des enzymes qui dégradent l'ARN à partir de leur extrémité, des 5' à 3' ou des 3' en 5'. Les ribonucléases ont un rôle très important, pas seulement pour le contrôle des ARN messagers, mais aussi pour la maturation des ARN ribosomales et les ARN de transfert. Et il sert aussi à éliminer des transcrits qui sont défectueux, c'est très important pour la cellule de les éliminer parce qu'ils peuvent porter à la production de protéines non fonctionnelles ou toxiques. Donc, un ARN messager en général est protégé par l'action de ces ribonucléases grâce à la coiffe en 5' et la queue polia. Donc, pour pouvoir être dégradé, un ARN messager doit être enlevé de ses protections. Donc, c'est là l'exemple classique de comment un ARN messager est dégradé. Tout d'abord, il y a un complexe de protéines, le nom n'est pas nécessaire à retenir, qui font de la déadénylation. Donc, ils vont enlever nucléotide par nucléotide la queue polia. Une fois que la queue polia est enlevée, il y a deux options. Soit il y a des enzymes qui sont des enzymes de décoiffage qui vont enlever la coiffe. Cela permet l'action d'un ribonucléase qui agit de 5' en 3'. Il va dégrader vite l'ARN messager. Soit on a une dégradation au niveau 3' de l'ARN messager et ensuite on a un décoiffage. Quel mécanisme détermine si un ARN messager est dégradé ou pas? Un mécanisme et un facteur important, c'est son taux de traduction. Plus un ARN messager est traduit, plus est stabilisé, donc est protégé par l'action des ribonucléases. En général, au niveau du cytoplasme, quand un ARN messager doit être traduit, il y a une série de protéines qui se lient à la coiffe et se lient à la queue polia. Ces protéines interagissent entre eux et forment un ARN sous forme circulaire. Donc, la forme circulaire attire les ribosomes, il fait en sorte que l'ARN messager est traduit.
S'il n'y a pas de traduction, la coiffe et la queue sont pas liées par ces complexes et peuvent être liées par des déadénylases. Ces enzymes, ils se lient à la coiffe et ils dégradent la queue poly A. On peut avoir aussi des protéines qui lient l'ARN et qui contrôlent la dégradation des ARN messagers. Ici, on a l'exemple d'un ARN messager qui code pour une protéine qui s'appelle transférine, qui est une protéine essentielle pour le transport du fer dans le sang. Donc, en absence de fer, il y a une protéine régulatrice ici qui se lie au niveau de 3' UTR de l'ARN messager mature, ici, en reconnaissant une structure secondaire particulière. La liaison de cette protéine régulatrice cache les sites de clivage d'un ribonucléase. Donc l'ARN est stable, est protégé contre la dégradation et il y a la production du récepteur de la transférine. Quand il y a une abondance en fer, quand la cellule n'a pas plus besoin de la transférine, les fers se lient à cette protéine régulatrice. Cette protéine régulatrice se détache de l'ARN. Donc l'ARN messager est vite dégradé par les ribonucléases qui reconnaissent cette séquence. Donc il n'y a plus de récepteurs de transférine qui sont produits. On peut aussi réguler la dégradation de l'ARN messager, pas à travers des protéines, mais à travers des ARN non codantes, comme c'est le cas des ARN micro ou ARN mi. Ces petits ARN ont une taille entre 20 et 21 et 23 nucléotides. Ils se trouvent de forme mature dans le cytoplasme et ils sont associés à un complexe qui s'appelle le complexe RISC. C'est un complexe qui contient différentes protéines, entre autres des ribonucléases, et il contient ces ARN micro. L'ARN micro, une fois dans le cytoplasme, il va reconnaître par appareillement des séquences l'ARN messager cible. S'il y a un appareillement étendu de plusieurs paires de bases, il y a un effet sur la gène cible. S'il y a seulement quelques bases qui s'apparient, il y a un autre effet. Donc, on regarde ça plus en détail. Donc, s'il y a une complémentarité des séquences qui se forment entre l'ARN messager cible et les ARN micro, il y a le clivage par les ribonucléases qui fait partie du complexe RIS. Le clivage de l'ARN messager fait en sorte que les complexes se détachent et l'ARN messager maintenant est susceptible de dégradation parce que ce fragment ici, il n'est pas polyadénylé et ce fragment ici, il n'a pas de coiffe. Donc, il est vite dégradé par des ribonucléases. Si l'appareillement est seulement de quelques paires de bases, la ribonucléase dans les complexes, il ne s'active pas. Donc, il y a d'abord une répression des ribosomes parce que les ribosomes, ils vont pas vouloir s'attacher à un ARN de cette forme avec les complexes attachés ici. Et éventuellement, il y a une dégradation qui est beaucoup plus lente due au fait que l'ARN messager n'est pas dégradé. Donc, l'efficacité de la répression de la part de ces ARN micro, ces bases se reposent sur l'appareillement des séquences, donc sur la séquence de ces ARN micro. Juste petite touche historique. Donc la découverte des ARN micro a été faite par deux scientifiques qui ont reçu le prix Nobel l'année passée. Ces deux scientifiques travaillaient sur un organisme qui s'appelle C. elegans. C'est un nématode que vous pouvez voir ici, très utilisé dans les études, dans la recherche du développement. Ils travaillaient les deux séparément sur deux mutants. Un mutant qui s'appelle un Lin4, où il y avait les développements qui étaient bloqués, et dans un autre mutant, Lin14, où les développements avançaient trop vite. Donc, ils essayaient de comprendre quels étaient les mécanismes responsables de cette différence dans les développements. Et ils ont réalisé ensemble que les Lin4 produisaient un micro-ARN, que lui, il agissait
sur l'ARN messager ligne 14. Donc ici, vous avez l'appareillement entre ces deux ARN et vous voyez que ça n'a apparemment pas étendu. Donc, il y avait tout d'abord une répression de la traduction qui avait lieu et ensuite une dégradation de l'ARN messager. Et c'est avec cette étude qu'on a pu découvrir les ARN micro. Donc, on arrive à la fin du cours. Donc, on a vu aujourd'hui des notions générales de la transcription de l'expression des gènes. On a vu la séquence promotrice et le rôle du promoteur qui est lié à l'action des facteurs généraux de transcription. On a expliqué les rôles des énonceurs qui sont faits par différentes séquences activatrices ou éléments régulateurs. Et on a vu l'action des activateurs, leur mécanisme d'activation et la synergie d'activation, les contrôles combinatoires. Et enfin, on a parlé des régulations transcriptionnelles et je vous ai donné quelques exemples, l'épissage alternatif et la stabilité des ARN. Donc, je vous souhaite une bonne continuation de cours et on se voit au répétitoire. Merci.
Non, c'est une protéine régulatrice. Et cette protéine, elle se met dans Et se met au niveau de l'ensemble et cache des sites d'épissage. Ah oui, et du coup, là, quand vous avez dit par rapport où il prend l'exemple et tout, est-ce que c'est une mutation Non, c'est juste une séquence qui est présente et très similaire. C'est pour vous donner un autre exemple d'épissage alternatif.